Alors, oui, à tous nos collègues Atikamekw présents aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Jade Poitras-Bessette. Je suis la directrice générale de la Chambre de commerce du Grand-Joliette et je vous remercie d'être venus en si grand nombre à ce dîner-conférence. Je tiens à le mentionner, Sylvie, ce n'est pas pour te mettre de la pression, mais c'est un record d'assistance de nos dîners-conférences de la saison. Alors, laissez-moi vous présenter les membres de la table du président, donc M. Sylvie Flamand, chef du Conseil Atikamekw de Manawan et notre conférencier. M. François Saint-Louis, député de Joliette à l'Assemblée nationale. M. Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette et préfet suppléant. Mme Maryse Poupard, présidente directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière. M. Gaétan Flamand, directeur général du Conseil Atikamekw de Manawan. Maître Martin Rondeau, de Dom-Plume-Rainville, avocat et notaire. Mme Andréane Pétrin, du Château Joliette. Et finalement, Maître David Couturier, président de la Chambre de commerce du Grand-Joliette. J'aimerais saluer également les conseillers et conseillères du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Glenn Dubé, Mme Claudia Newachiche, M. Mario Ottawa, Mme Patrice Ottawa, M. Paul-Émile Ottawa et M. Ghislain Couitiche. Je salue également M. Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette à la Chambre des communes, Mme Suzanne Dauphin, mairesse de la ville de Notre-Dame-des-Prairies, ainsi que ses conseillères Mme Marie-Christine Laroche et Mylène Allary, Mme Josiane Forêt, mairesse de la municipalité de Saint-Jacques-de-Montcalm, Mme Ghislaine Pomerleau, mairesse de la municipalité de Saint-Ligory, Mme Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse de Rodriguez et préfet de la MRC Matawini, M. Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm, M. Dominique Mondor, conseiller à la municipalité de Saint-Paul, les conseillers et conseillères de la ville de Joliette, Mme Muriel Lafarge et messieurs Claude Saint-Cyr, Cédric Champagne, Luc Beauséjour et Richard Leduc. Un salut tout spécial à Monseigneur Corriveau qui s'est joint à nous aujourd'hui. Dans un deuxième temps, permettez-moi de vous présenter les partenaires associés des dîners-conférences qui contribuent au succès de nos événements. Le présentateur, Dom-Plume-Rainville, avocat et notaire, représenté par M. Martin Rondeau. Martin Boulard, société de comptables professionnels agréés, représenté par M. Stéphane Collinge. Son X+, représenté par M. Jean-François Roy. Hydro-Québec. Suzy Demers-Guillac, Capital Distinction, représentée par Mme Suzy Demers. La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, représentée par M. Nicolas Framery, ainsi que le Centre régional universitaire de la Naudière. J'aimerais souligner également nos partenaires annuels qui nous appuient tout au long de l'année. Merci à notre grand partenaire annuel, la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de la Naudière, représenté par M. Joël Landry. Merci à Dom-Plume-Rainville, avocat et notaire. À la Ville de Joliette, représentée par M. Pierre-Luc Belrose. Au Collège Esther Blondin, représenté par M. Luc Lemire, à EBI, au Château Joliette, représenté par Mme Andréane Pétrin, ainsi que Pratique, représenté par Mme Hélène Archambault. Finalement, merci à nos partenaires médias, le O103.5, le Journal L'Action, Kiwi Média et CFNJ. Et maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Valérie Trudel, responsable des communications à la Chambre de commerce, à venir vous présenter notre personnalité du mois. Sur ce, je vous souhaite un excellent dîner. Amusez-vous. Oui, bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord juste faire une petite correction de tir parce que les textes de Jade, c'est moi qui les écris. Monsieur Patrice Ottawa, bonjour. Jade avait dit madame, c'est pas de sa faute, je m'excuse. Donc, personnalité du mois. Ventilation, Jean Roy. Est spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de ventilation pour les secteurs commercial, industriel et institutionnel. L'entreprise fut fondée par M. Jean Roy lui-même en 1991. En 2002, ce dernier s'associe à Philippe Belleville, diplômé de l'École de technologie supérieure dans le domaine de la mécanique du bâtiment. Il apprendra les rouages de l'estimation et de la négociation pendant quelques années, puis prendra en 2009 le plein contrôle de l'entreprise. Cette entreprise vient de chez nous, vient de terminer la construction
de son nouveau siège social au 1285 Ernest Arnois à Genève. Ce projet de grande envergure, moderne, éco-énergétique, avant-gardiste et à la fine pointe de la technologie permettra à l'entreprise de poursuivre son expansion et de continuer à se classer parmi les géants de son industrie. À ce jour, Ventilation Jean Roy emploie 150 employés qui peuvent bénéficier d'un environnement professionnel sain où règne le bonheur au travail. Espace déjeuner, gym au bureau, massothérapie sur place. On aimerait ça, hein? Et bibliothèque libre-service. Voici un aperçu de ce que les employés de Ventilation Jean Roy peuvent bénéficier. Pour son investissement colossal, sa croissance constante et leur culture d'entreprise exemplaire, la CCGJ est heureuse d'offrir les honneurs de la personnalité du mois à Ventilation Jean Roy. J'inviterai maintenant M. Philippe Delville, président, à venir vous adresser quelques minutes. Bonjour tout le monde, ça va être un petit peu moins fluent que mes deux prédécesseurs. Merci à la Chambre de commerce pour cet honneur-là. Pour nous autres, c'était pas une question, c'était certain que l'entreprise restait dans le Grand Joliette. Donc merci aussi à la Ville qui nous ont donné un coup de main pour la construction de l'édifice. Et merci aussi à tous les ouvriers qui ont participé en grand nombre pour rentrer dans nos dates. Bon appétit tout le monde. Pour la suite, j'inviterai maintenant notre président, M. David Couturier, à venir vous adresser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Oui, à nos amis du Conseil du Québec. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir en grand nombre. Je sais que vous venez pour mes allocutions, donc merci beaucoup. Et je suis aussi content parce que c'est enfin la fin du mois de janvier. Ça veut dire que j'ai plus besoin de respecter mes résolutions. D'ailleurs, je me suis désabonné du gym la semaine passée. C'est de valeur parce que je commençais juste à être top. Bon, c'est pas grave, je continuerai en janvier l'année prochaine. Puis, ce qui est bien aussi quand le mois de janvier est terminé, c'est que c'est le mois de février. Puis le mois de février, c'est le mois de l'amour, de la Saint-Valentin. Tout à fait. Cette année, ça va faire 23 ans que je suis en couple, donc 13 mariés. Avec la même, juste pour pas qu'il y ait de confusion. 23 ans, je sais, je suis aussi surpris que vous, mais que voulez-vous, je suis un gars très attachant. Puis 23 ans, ça en fait des Noëls, des anniversaires et des Saint-Valentin à célébrer. C'est pas toujours facile d'être original pour offrir un cadeau. Ben moi, ça prend pas de chance, ça fait 21 ans que j'offre des chocolats et des fleurs à ma femme à la Saint-Valentin. Et j'ai comme un pressentiment, parce que je commence à la connaître depuis le temps, que cette année, ça sera à mon avantage d'être un petit peu plus original. J'ai dit 21 ans que j'offre des fleurs et des cadeaux et des chocolats à ma femme parce que j'ai déjà essayé d'être original. Il y a quelques années, je m'étais déguisé en Valentin. J'étais acheté une genre de grosse couche. J'avais pas trouvé des ailes d'ange, donc j'avais mis des ailes de fées des costumes d'Halloween de mes filles. J'avais un arc avec des flèches, avec des bottes en caoutchouc. Je m'étais fait faire une permanente. Je m'étais fait aussi bleacher des cheveux blancs. Ouais, je vous laisse vous faire une image mentale. C'est sûr que le résultat était pas mal moins sexy que ce que je m'avais imaginé dans ma tête. Mais au moins, la couche a été pratique toute la journée. Ça fait déjà bien ça de gagner. Bon, je sens que vous me jugez sur mes choix de cadeaux. Savez-vous ce que ma femme m'a réellement donné comme cadeau? Une balayeuse. Si moi, je lui avais offert comme cadeau une balayeuse, je fêterais la Saint-Valentin toute seule cette année. Mais oui, elle m'a offert, vous savez, des petites balayeuses portatives, là. Mais je dois avouer que finalement, c'est un super bon cadeau. Je me suis même acheté une ceinture avec un étui, là, je la mets dedans. There's a new sheriff in town, des miettes dans la maison. Des fois, mes deux filles ont même pas fini de manger, que je vois qu'ils ont des miettes sur le bord de la bouche. J'arrive direct avec ma petite balayeuse, puis je leur aspire tout ça, puis je les entends me dire « Papa, j'ai même pas fini de manger! » Puis une autre raison pourquoi aussi j'aime beaucoup ma petite balayeuse, c'est que depuis que je l'ai, quand je mets mes mains dans mes craques de divan puis je les ressors, ben il n'y a rien. Parce qu'avant, quand je mettais mes mains dans mes craques de divan puis je les ressortais, il y avait plein de miettes. Il y en avait tellement que je faisais une grosse boule avec.
J'arrivais même à faire au moins 2 dîners par mois à mes filles. Je les entends encore me dire « Papa, pas encore des boules de miettes de craque de divan pour dîner? » Bref, cette année, j'ai enfin trouvé le cadeau parfait. Un cadeau personnel qui vient du cœur. Un cadeau inspirant qui va la toucher au plus profond de son âme. Bon, je sais, là, vous mourrez d'envie de savoir c'est quoi j'ai acheté. Mais ça m'a pris 22 ans de trouver, fait que je vais vous laisser chercher. Je vous souhaite donc une joyeuse Saint-Valentin. Et si vous ne trouvez pas le cadeau parfait, offrez une petite balayeuse portative, et au pire, ça va être votre dernier cadeau de Saint-Valentin, ou au mieux, vous n'aurez plus jamais de miettes dans vos craques de divan. Avant de passer à notre programme principal, j'invite M. Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette, à venir nous faire une annonce importante. Merci. Oui, bonjour. Non, François, je n'ai pas d'annonce politique à Québec. Je reste au municipal. Donc, c'est un immense plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Comme vous le savez, dès notre élection, le nouveau conseil municipal et le comité de toponymie avaient la volonté de reconnaître davantage de femmes et aussi d'améliorer nos relations avec la nation atikamekw. Donc, nous avons procédé dernièrement à la nomination, à la citation d'une nouvelle rue, qui est la rue France Robertson. Comme vous le savez, Mme Robertson a été DG du Centre d'amitié autochtone, a été aussi présidente du conseil d'administration au niveau provincial, et puis aussi a été nommée à un moment donné, à titre posthume, là, Gabriel, tu pourras confirmer, était patriote de l'année. Donc, pour nous, c'était important, et nous avons matérialisé ce geste-là il y a quelques semaines. Aujourd'hui, eh bien, nous avons un nouveau nom à vous proposer, qui a été entériné par le conseil municipal aussi, qui est le nom Jacqueline P. Lachance. Jacqueline P. Lachance, pourquoi faire ça aujourd'hui? Bien, pour faire une petite genèse de tout ça, a été la première femme présidente de chambre de commerce, tant au niveau du Grand Joliette que partout au Québec. Donc, pour nous, c'est un clin d'œil important à faire aujourd'hui. La famille est présente pour ce geste aussi tout à fait symbolique. Et Mme Jacqueline P. Lachance a été impliquée, que ce soit dans plus de 30 organismes de la région, a aussi été une communicatrice là, dans les années 70, dans les années 80, que ce soit à la télévision communautaire, dans les journaux, à la radio. Donc, c'est une véritable pionnière et c'est important pour nous aujourd'hui de procéder à ce changement de nom ici à la Chambre de commerce où elle a été la première présidente et même au Québec. Donc, j'invite la fille de Mme Poirier, Louise, à procéder là, à la nomination officielle. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Alors, Jacqueline, en tant que communicatrice, serait contente de voir qu'on va se rappeler d'elle. Alors, je remercie la Ville de Joliette, son maire et le comité de toponymie. Je remercie aussi la Chambre de commerce parce qu'une femme présidente d'une Chambre de commerce, dans les années 70, fallait le faire. Elle connaissait bien les hommes, ça c'est certain. Okay? Puis elle travaillait avec les hommes, puis ça avançait ses affaires. Je remercie aussi les membres de ma famille qui sont ici. Vous avez mon garçon Jérôme, ma fille, de même que les petits-enfants de Kikine, comme on l'appelait. Il y a Charlie et il y a la petite Maya et ma belle-fille Marie-Claude qui est là. De même que mon cousin Louis Boulard, que plusieurs connaissent, et ma cousine Micheline Lachance. Le seul malheur, c'est qu'on devra donner le nom de la chance à la rue et non Poirier. Elle a été connue sous le nom de Poirier, mais il y a déjà une rue qui s'appelle Poirier. Je termine en disant que Jacqueline, c'était pas une femme ordinaire. C'était une femme qui demandait l'impossible à tout le monde et qui réalisait
l'impossible. Alors, je vous invite comme gens d'affaires à aussi réaliser l'impossible dans vos affaires et dans la communauté de Joliette et des environs. C'est une très belle région. J'habite à Gatineau, mais j'ai une résidence secondaire à Notre-Dame-des-Prairies. Alors, je suis très fière d'être née ici à Joliette et de vous rencontrer tous. Alors, je pense à Kékine, Jacqueline et merci tout le monde. Jean Chevrette aussi, qui a travaillé au comité de toponymie avec Richard Leduc, je vous remercie. Conseil des Atikamekw de Manawan et candidat à la maîtrise en gouvernance autochtone à l'École d'études autochtones à l'UQAT. Son projet de recherche se concentre particulièrement sur la philosophie politique autochtone, la gouvernance et sur l'autodétermination au sein de la nation Atikamekw Néhi-Rowizi. Antérieurement, il a été porte-parole pour le réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il est aussi un militant à la défense des droits des peuples autochtones et de leurs territoires ancestraux. Il a d'ailleurs travaillé à Femmes autochtones du Québec Inc., comme analyste juridique et politique. Sylvie Flamand s'est également impliquée dans le réseau international de création audiovisuelle autochtone depuis 2015 en tant que chercheur communautaire. L'implication communautaire et sociale est primordiale pour lui, et ce, selon les valeurs et les principes traditionnels autochtones visant à la résurgence et la réappropriation de l'identité culturelle dans la pratique de la gouvernance. Et ensuite, ça sera fort, je m'excuse. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous d'accueillir le jeune chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Sylvie Flamand. Mas como se vim desde casa, na de que me neurozona no da notin Manawan. Mir kanu hono tse ngeshkuda duok diar mutma duok nita doen keda pros kiti mutad mo ke wan gashtek kiti odimir tek mamo. Ketten zanem sorten gdish nagok muhay kinas kuno kiti madadiok skina da pshpot. Bonjour à tout le monde, distingués invités. Je me présente Sylvie Flamand. Je suis de la nation Atikamekw Norezio, vient de la communauté de Manawan, comme vous avez entendu dans la présentation. Une communauté qui est au nord de la belle région de la Naudière, autrement dit le Nidaskinan, notre territoire ancestral. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui afin de discuter du rapprochement entre nos peuples vers une nouvelle relation s'inscrivant dans le cadre de la réconciliation. Nous devons reconnaître que c'est un pas important pour pouvoir travailler ensemble, en créant ces moments de rapprochement entre nos deux peuples, comme nous le faisons aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, soit nos présentations sur Yeshkuda Doen, Kain Hita Doen, du rapprochement entre nos peuples vers la réconciliation, je voudrais d'abord remercier l'invitation de la Chambre de commerce du Grand Joliette pour cette conférence. Je veux honorer votre mission fort importante visant à promouvoir le développement économique local en stimulant le commerce, l'industrie et le tourisme et en devenant un forum principal de la communauté locale des affaires. C'est toute une mission pour pouvoir rassembler les gens d'affaires pour pouvoir travailler de l'économie. Nous savons tous que l'économie, ça nous permet d'assurer une viabilité et le bon fonctionnement de notre démocratie au Québec et au Canada. La nation Atikamekw est une des 11 nations au Québec. Il y a 3 communautés. Obidjouan et Wematachi qui se trouvent dans la région de la Mauricie et Manawan, la seule communauté Atikamekw dans la région de la Naudière. Toutefois, nous appelons cette région le Nidaskinan, soit le territoire traditionnel de l'ensemble des membres de la nation Atikamekw Norezio. Le Nidaskinan touche en toutes ces régions administratives, soit la Naudière, Laurentides, Abitibi et Mauricie. La démographie Atikamekw monte à plus de 7 000 membres, tant
ceux qui vivent dans les 3 communautés et ceux qui vivent en milieu urbain, soit à Joliette, à Trois-Rivières, à La Tuque, à Roberval, Alma, Saguenay, Montréal, Québec. Même à Toronto, il y a des Atikamekw. Que ce soit pour des raisons de santé, des études ou pour le travail, que certains vivent en milieu urbain. Atsukan, histoire de nos relations. Atsukan signifie l'histoire, mais si nous décortiquons le sens du mot, cela veut dire s'imprégner d'eau. C'est alors dans cet esprit que je vais vous amener dans cette conférence afin de rétablir une relation teintée de respect mutuel et de reconnaissance, que nous devons travailler ensemble par la réconciliation. Autrefois, nos relations s'inscrivaient dans le respect et de reconnaissance de nos modes de gouvernance. L'économie de la fourrure avait une grande valeur tant pour les Euro-descendants que pour les peuples autochtones. Nos peuples entamaient ainsi des alliances politiques, militaires et économiques afin de protéger les territoires dans lesquels nos ancêtres y traitaient de la fourrure, mais aussi exercer d'autres échanges en matière première provenant de nos territoires ancestraux et bien sûr des produits provenant de l'autre continent, soit l'Europe. D'ailleurs, une de ces alliances les plus importantes a été mise en place par les Haudenosaunee en inscrivant sur une ceinture de wampum la relation que les peuples avaient sur tous les plans, que ce soit au niveau politique, économique et militaire. C'est ce que nous appelons le wampum à 2 rangs, qui représente un premier support visuel d'un accord conclu sans document écrit entre les Européens et les premiers peuples, plus précisément les Hollandais et les Haudenosaunee. La philosophie de ce wampum symbolise un navire avec à son bord des dirigeants, la religion et le gouvernement européen, alors que l'autre représente le canot transportant les dirigeants, le gouvernement et la culture autochtone. Les 2 parties à l'accord naviguent côte à côte sans que leurs routes ne se croisent, leur trajectoire parallèle exprimant l'autonomie et le respect mutuel des droits de chacun. Les 3 rangées de perles blanches incarnent quant à elles la paix, l'amitié et la perpétuité. C'est sûrement une partie de l'histoire que vous n'avez pas pu apprendre dans vos cours au secondaire. Mais cela devrait s'inscrire si nous devons travailler ensemble pour que vos enfants, nos enfants, puissent poursuivre cette relation que nous entamons aujourd'hui. Je crois que c'est dans cette relation que nous devrions mettre de l'avant notre société, surtout lorsqu'on parle de développement économique, où tous nos rêves, nos visions puissent se réaliser. Vous avez sûrement entendu l'histoire sur les peuples autochtones au Canada en lien avec la proclamation de 1763, où la couronne reconnaissait d'emblée les droits des peuples autochtones et bien sûr leur territoire. Le lac de l'Amérique du Nord britannique qui venait changer la gouvernance du pays qui était le Canada ensuite, la mise en place de la loi sur les Indiens, la mise en réserve pensionnat, de même que les enjeux reliant à la question autochtone. Par exemple, l'objectif principal de la loi sur les Indiens adoptée en 1876 visait à forcer les peuples des Premières Nations à abandonner leur culture et adopter un style de vie euro-canadien. En résumé, assimiler les peuples autochtones dans la société canadienne en général. D'ailleurs, l'ancien premier ministre John MacDonald affirmait ceci en chambre. Notre législation vise avant tout à se départir du système tribal et à assimiler les Indiens à tous les égards, à l'ensemble du Dominion aussi rapidement qu'ils le peuvent. Pour dire vrai, cette loi est raciste et malheureusement c'est toujours en vigueur. Je voudrais également aborder la question de la réserve indienne, qui est parcelle de terrain dont la couronne est propriétaire, qu'elle a mise de côté pour l'usage et au profit d'une banque indienne reconnue comme telle selon cette loi.
Les terres étaient réservées pour l'usage exclusif des Premières Nations. En revanche, la création de réserves constituait surtout un moyen de concentrer les Autochtones dans un lieu restreint, de les évangéliser, d'éduquer leurs enfants en les expédiant dans les pensionnats et de tenter de les intégrer au mode de vie des Européens en les assimilant et en leur apprenant les rudiments de l'agriculture. Le but ultime était de transformer ces réserves en municipalités et que les Indiens deviennent des Canadiens comme les autres. En effet, le mode de vie souvent nomade des peuples autochtones entravait l'atteinte des objectifs des gouvernements de coloniser et de développer le territoire à des fins économiques. Les réserves se sont avérées plus propices à l'agriculture et étaient souvent éloignées du territoire traditionnel des Premières Nations et des ressources indispensables pour leur mode de subsistance traditionnel. Qu'en est-il des pensionnats indiens? Eh bien, c'était des institutions qui visaient à éduquer les enfants des Autochtones sous la responsabilité des congrégations religieuses, par le mandat évidemment du gouvernement fédéral au courant des années 1830. Et j'informe que le dernier pensionnat qui a fermé date de 1996. Les pensionnats indiens ont été une expérience qui s'avère négative, voire traumatisante. Les enfants sont isolés, retirés de leur foyer et séparés de leurs parents, et parfois de leurs frères et sœurs. Les écoles étant séparées selon le sexe, leur culture est également dénigrée, et dans certains cas, on leur interdit de parler leur langue maternelle, même dans les lettres qu'ils adressaient à leurs parents. Les tentatives d'assimilation des enfants commencent dès leur arrivée à l'école. On leur coupe les cheveux, on les dépouille de leurs vêtements traditionnels et on les remplace par de nouveaux uniformes. En effet, les traumatismes intergénérationnels reliés à cette époque sont encore bien présents dans plusieurs de nos communautés. Souvent, ce sont ces parties de l'histoire méconnues dans la société en général. Et pourtant, c'est important de connaître cela si nous voulons aborder la question de la réconciliation, du rapprochement entre nos peuples qui vivent sur un même territoire. Je crois que le Canada ni le Québec ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui en ce qui concerne la présence de la richesse culturelle des peuples autochtones. Si les lois et les politiques qui ont été adoptées ont réussi leurs objectifs, hélas, ça n'a pas été le cas. Malgré ces politiques, nous sommes toujours présents et plus forts comme nos ancêtres. Je voudrais maintenant vous présenter la communauté de Manawan sur le plan du développement socio-économique. La communauté dépend largement de l'exploitation forestière. Les travaux forestiers comprennent la coupe du bois et divers travaux sylvicoles. L'ethnotourisme est un autre secteur du développement économique prometteur pour Manawan en été, en automne et en hiver. Il y a présence de sentiers de motoneige bien aménagés. Manawan compte d'ailleurs un auberge ayant 10 chambres avec une belle vue sur le lac en haut de sa colline. Les membres de la communauté pratiquent également le piégeage et on y produit des objets d'art et d'artisanat. Les principales activités économiques sont donc reliées à l'art, à l'artisanat, au commerce, à la foresterie, au transport, à la construction et au tourisme. Il y a également le secteur de l'alimentation, de la restauration, de l'hébergement et du plein air. On compte une station de service, des entreprises de machinerie et une épicerie gérée par le Conseil des Atikamekw de Manawan. Au niveau de l'emploi, le Conseil demeure le plus important employeur de la communauté avec plus de 400 employés travaillant dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité publique, de l'aménagement communautaire, de l'habitation, des services publics et de l'administration. Enfin, la communauté de Manawan a des besoins urgents en matière de développement socio-économique.
La communauté de Manoine présente un état de sous-développement assez important. Par exemple, au niveau de la scolarisation, la pauvreté, le chômage, la forte dépendance à l'économie à l'égard des injections gouvernementales et enfin la faiblesse du développement de l'entrepreneuriat privé au sein de la communauté. Il faut se rappeler que les communautés autochtones sont également en pleine croissance démographique importante. Ce rebondissement démographique spectaculaire représente une véritable revitalisation, si ce n'est qu'une renaissance, puisqu'elle est accompagnée de renouveau culturel, social, économique et aussi politique. La nation Atikomek-Noruzio et la communauté de Manoine s'inscrit dans une bombe démographique. Cela doit alors être considéré dans l'amélioration des conditions socio-économiques de toutes les communautés autochtones, en investissant davantage dans le développement des compétences pour former la main-d'œuvre et les ressources humaines autochtones. De même, au niveau du développement des infrastructures pour pouvoir répondre dans le développement. Sur le plan social, nous devons encourager nos jeunes à faire des études dans tous les domaines. Cela pourrait s'inscrire par l'offre des bourses d'encouragement et d'excellence pour aller chercher des jeunes autochtones pour vos propres entreprises, en vue d'ouvrir un dialogue. De mettre en place des stages pour que nos jeunes puissent aller acquérir de l'expérience dans vos entreprises ou bien dans le monde des affaires en général, dans le monde culturel ou même le plus important en agroalimentaire. Manoine est reconnu pour son leadership au niveau de la jeunesse, qui s'active vers les études postsecondaires et au niveau des formations professionnelles, ce qui est bon dans le développement socio-économique de la région. Je crois que nous pouvons bâtir et surtout construire l'espoir ensemble pour développer la richesse de notre belle région. Je voudrais également vous présenter ce que Manawan a développé au niveau du tourisme au cours des dernières années, ayant pour vision au travers des activités touristiques attachées aux valeurs fondamentales et traditionnelles de la nation Atikomek-Noruzio. La communauté souhaite devenir une destination reconnue pour son authenticité culturelle, sa singularité linguistique et territoriale, son action innovante en faveur des relations entre les peuples et sa contribution à la protection de la biodiversité. En prenant parti de la transversalité des opportunités économiques, le développement touristique de Manoine sera porté par la vision et la participation de la communauté pour s'assurer des retombées inclusives et durables. Je vous invite donc à faire le choix d'aller au site Madagan à Manawan comme destination de vos vacances estivales pour l'été prochain, en vous offrant évidemment un échange culturel richissime avec les Atikomek de Manawan. En septembre 2020, nous avons vécu une tragédie qui a grandement affecté notre communauté Manawan, avec le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Je dirais même que cela a affecté la société québécoise et même amené à se sensibiliser sur la question autochtone. Nous avons d'ailleurs entamé un dialogue avec la nouvelle présidente directrice générale de l'hôpital de Joliette dans l'esprit de la réconciliation et dans l'objectif de rétablir la confiance et surtout assurer les soins dignes de ce nom. Dans le cadre de cette relation, nous demandons au gouvernement du Québec l'adoption du principe de Joyce, qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, amenant par le fait même un changement de paradigme dans le système de la santé publique en intégrant davantage le soin culturellement sécurisant pour les peuples autochtones, afin de définir le concept de la sécurisation culturelle. C'est une approche qui vise à transformer les soins dans l'optique de décolonisation du système de la santé. Les soins culturellement sécuritaires dont les soins reconnaissent, respectent et nourrissent l'identité culturelle et les besoins uniques des Autochtones.
la réconciliation. En 2015, il y a eu le dépôt du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation constatant les enjeux reliés aux pensionnats indiens. Les objectifs qui ont été ciblés sur les enfants autochtones à l'époque. Ce rapport affirme par ailleurs que la politique sur les pensionnats indiens allait dans le sens d'un génocide culturel, visant à la destruction des structures et des pratiques qui permettent au groupe de continuer à vivre en tant que groupe. Cette commission a alors émis 94 appels à l'action afin de répondre concrètement à la réconciliation qui consiste à établir une relation réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones dans ce pays. Pour y arriver, il faut prendre conscience du passé, reconnaître les torts qui ont été causés, expier les causes et agir pour changer les comportements. Il faut toutefois que cette réconciliation s'inscrive dans un processus individuel et collectif de longue haleine qui nécessite l'engagement de tous les intéressés, anciens pensionnaires des Premières Nations, Inuits et Métis, et leurs familles, collectivités, organismes religieux, anciens employés des écoles, gouvernement et la population canadienne. La réconciliation peut se produire entre n'importe lesquels des groupes. C'est un processus continu visant à établir et à maintenir des relations respectueuses. Un élément essentiel de ce processus consiste à réparer le lien de confiance en présentant des excuses, en accordant des réparations individuelles et collectives et en concrétisant des actions qui témoignent de véritables changements sociétaux. Pour établir des relations respectueuses, il faut également revitaliser le droit et les traditions juridiques autochtones. Il est important que tous les Canadiens comprennent comment les méthodes traditionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis en matière de résolution de conflits, de réparation des torts et de rétablissement des liens peuvent éclairer le processus de réconciliation. Enfin, les 94 appels à l'action vont dans ce sens au niveau social, de l'éducation, du niveau culturel, de la santé et de la justice. De plus, sur le plan politique, avec l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous pourrions également voir le processus de la réconciliation au niveau du sport, permettant ainsi d'échanger et surtout de partager nos rondelles avec les communautés autochtones. On n'écarte pas les entreprises dans ce processus de réconciliation afin d'adopter les cadres de réconciliation et d'appliquer les normes et les principes qui s'y rattachent dans le cadre des politiques organisationnelles et des activités opérationnelles touchant les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources. Les mesures demandées comprennent, mais sans s'y limiter, les suivants: s'engager à tenir des consultations significatives, établir des relations respectueuses et obtenir le consentement préalable et éclairé des peuples autochtones avant de lancer des projets de développement économique. Veiller à ce que les peuples autochtones aient un accès équitable aux emplois, à la formation dans le secteur des entreprises et à ce que les collectivités autochtones retirent des avantages à long terme des projets de développement économique. N'oubliez pas que les communautés autochtones sont en forte croissance démographique et il faut profiter de ces ressources humaines pour en faire de la main-d'œuvre de qualité. Au niveau de la nation Atikomek-Norvézio, nous avons mis en place l'instance du développement économique et social Atikomek-Norvézio, qui met ainsi en place et coordonne des projets spécifiques de développement économique et d'organismes dans l'essor d'un écosystème entrepreneurial dynamique au sein du Nidaskinan, ayant pour mission le développement économique et social en collaboration avec les agents de développement économique dans différentes communautés et en cohérence avec les besoins exprimés. Le DESAN, l'acronyme du développement économique social, a également pour vision d'augmenter le bien-être de ses membres dans les communautés grâce à l'éducation, la formation et la qualité des emplois.
à renforcer l'intégrité territoriale grâce à une exploitation responsable et à assurer la vitalité économique de la nation grâce à une vision proactive des opportunités et à une intégration judicieuse des technologies. De plus, en novembre 2021, les chefs des Premières Nations ont organisé le Cercle économique des peuples autochtones et du Québec, qui se veut être un mouvement pour une plus grande inclusion des Autochtones dans l'économie du Québec. Évidemment, c'est un moyen pour répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation en abordant les questions comme l'emploi et la formation, le développement économique et l'entrepreneuriat, l'approvisionnement, le tourisme autochtone et le logement. Au niveau local, nous avons mis en place une nouvelle société de développement économique dans la communauté, dans l'objectif de favoriser le développement de l'entrepreneurship atikamekw dans le respect de la cosmologie Atikamek-Réseau, soit sur la mise en valeur des ressources naturelles sur nos territoires, et ça de manière durable. On connaît tous la définition du développement durable, mais il faut dire que cette philosophie est bien présente chez les Atikamekw, en prenant des décisions, des actions ayant des impacts dans les 7 générations suivantes. Nos savoirs et nos connaissances sur la gestion territoriale, floristique, faunique pourraient grandement contribuer dans l'essor économique de la région. L'économie autochtone, un modèle innovant dans le développement. Sur le plan du développement économique, la philosophie autochtone y est bien différente. Je voudrais alors vous interpeller dans ce sens où le principe de l'économie autochtone peut être adopté comme un nouveau modèle de développement axé sur l'autodétermination, le bien-être collectif et la réconciliation autochtone face aux risques et possibilités de la transition vers une économie mondiale sobre en carbone. En effet, l'économie autochtone a une toute autre vision basée sur les relations et bien sûr en prévention à la crise climatique qui nous incombe collectivement. De plus, la conception autochtone de l'économie est l'origine de la première économie de partage, de la première économie verte, régénératrice, collaborative, circulaire et consciente, de la première économie du don. L'économie autochtone est la toute première économie sociale. Cette perspective de l'économie autochtone a été conceptualisée par une économiste autochtone de l'Ouest canadien. C'est un modèle que je crois que cela pourrait bien fonctionner au Québec si nous nous mettions sur une table et de parler dans le principe de la réconciliation. Je rappelle que les Atikamekw ne sont pas contre du développement, mais tout projet se déroulant sur notre territoire ancestral devrait respecter nos droits, ayant un droit de regard sur tout projet et au tout début, si ça concerne les projets miniers, le développement touristique, etc. Cela pouvant permettre au développement socio-économique de nos membres de nos communautés. C'est la moindre des choses. Nous pourrions même parler de partenariat où nous pourrions mettre nos connaissances, nos savoirs, nos richesses culturelles ensemble. Concrètement, la réconciliation, pour moi, ça ne devrait pas venir en haut d'une hiérarchie, mais dans le cadre du principe du dialogue constructif, d'ouverture et de développer ainsi une nouvelle relation dans le respect mutuel et de reconnaissance. D'autant plus que nous parlons de l'économie, les peuples autochtones, les Atikamekw ne veulent plus être que des spectateurs dans les projets de développement sur leur territoire. Il faut mettre fin à ce paradigme et ainsi recréer une nouvelle approche dans un esprit de collaboration, de cogestion et de partenariat où tout le monde bénéficiera des avantages économiques découlant de la mise en valeur des ressources naturelles. Pourquoi ne pas parler d'une nouvelle forme d'économie ensemble, surtout à l'avènement du développement vert, où nous devons également nous assurer que les générations futures puissent aussi bénéficier des ressources existantes sur nos territoires. Après vous avoir mis toutes ces informations sur la table, il est maintenant temps de se parler, de se concerter, de se communiquer de quelle manière que nous devons mettre en place
ensemble notre propre définition de la réconciliation et ainsi marcher ensemble dans cette direction. Évidemment, je pourrais parler de décolonisation comme activiste. Il nous faut alors trouver un moyen de travailler ensemble, comme l'indique l'esprit du Wampoma 2 voies, dans le respect mutuel dont je vous ai parlé plus tôt. Le rapprochement de nos peuples s'inscrit dans un esprit d'ouverture, de collaboration et de partenariat, mais surtout dans la reconnaissance de nos droits en tant que peuple. Alors, embarquons dans nos canaux, allons dans la même direction pour rebâtir l'espoir de nos peuples vers une nouvelle richesse collective. Au nom de mes ancêtres, de mes frères et sœurs, et à toutes mes relations spirituelles et physiques, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite à vous adresser à Dominique. Monsieur Sainte-Marie, vous avez une question? Miigwech Sipi, bonjour tout le monde. Salutations particulières à tous les gens de la communauté Atikamekw, tous les membres du conseil, dont Paul-Émile Ottawa qui a été à la place de Sipi pendant de nombreuses années. Sipi, tu nous en as pas parlé, mais tu as écrit un livre, hein, tu nous dis il est disponible à la librairie Martin. Si vous voulez approfondir les valeurs, la philosophie, l'analyse de Sipi, c'est vraiment très bien. Puis ma question porte un peu en lien avec ce que tu écris dans ton livre. Tu as parlé que lorsque vous décidez de politique, vous pensez aux 7 générations suivantes, donc le long terme. Ce que tu critiques un peu du mode alloctone, c'est de dire on pense trop à court terme, notamment en politique. Dans ton livre, tu fais des projections sur les décisions aujourd'hui pour ça va être quoi dans 10 ans, dans 25 ans, dans 50 ans. Donc ça, c'est, je pense, un exemple en quoi nos sociétés autochtones peuvent s'inspirer des façons de faire autochtones. Donc la gestion, penser plus sur le long terme et comment on peut gagner à s'inspirer de votre culture. Miigwech. Effectivement, j'ai publié un livre à l'automne dernier qui parle sur l'avenir autochtone, comment intégrer davantage les savoirs autochtones dans les décisions politiques, économiques. Je pense que c'est important de réfléchir ça de cette manière. Quand on prend une décision, oui, il y a un impact pour les générations futures. Donc, je pense que c'est un bon moment aussi, quand il faut prendre des décisions, de se concerter pour analyser quels seront les impacts des décisions que nous prenons. Par exemple, au niveau environnemental, au niveau social aussi, économique, pour qu'on prenne en compte toutes les prochaines générations à venir. Nos ancêtres ont pris des décisions par le passé, puis aujourd'hui, on vit encore de leurs décisions. D'où la raison qu'on parle encore nos langues. Oui. Merci beaucoup, M. Sainte-Marie, pour la question de développement. D'autres questions? Ah. Oui, pourquoi Sipi? Sipi, c'est mon chef préféré. Je veux juste l'annoncer publiquement. Aussi, j'avais une question pour toi, Sipi, par rapport à la reconnaissance du territoire non cédé. Puis comment que le monde à Joliette peut reconnaître qu'ils se sont sur les terres non cédées de la Nitaskinan, des territoires ancestraux Atikamekw, puis que votre territoire, justement, ça finit pas
à la fin de la réserve, à la fin de la Magmone, à la fin de la route non pavée encore. Là. Alors, de comment que le monde peut s'engager à reconnaître du fait qu'ils sont sur des territoires ancestraux des Atikamekw dans leur travail jour à jour, puis au sein de leurs institutions. Mérite. Ben, il y a des universités, il y a des entreprises qui travaillent, qui ont adopté des textes sur la reconnaissance territoriale. C'est un moyen de décoloniser nos discours, nos relations, nos rapports avec les communautés autochtones. Par exemple, ici à Joliette, on est sur le territoire Atikamekw, Nidaskinan. Il y a certaines entreprises qui font le pas vers la réconciliation en énonçant la reconnaissance territoriale. Ce n'est pas un discours politique, mais un discours de rapprochement. Je pense que c'est important d'établir cette relation-là aussi. Au niveau politique, il y a des dissensions, mais en même temps, il faut aborder ce dialogue-là ensemble. Oui. D'autres questions? Oui, c'est lui. Je suis extrêmement fier de ta conférence. J'étais en Murtauzin, Néazo Exkertaman. S'il y aurait trois priorités à faire pour qu'on puisse davantage être reconnu, développer au sein de notre communauté, ce serait lesquelles pour que les entrepreneurs de la région puissent nous entendre? Ce serait quoi les priorités? Si tu en aurais trois à donner, ce serait lesquelles? Puis je te félicite encore, Pour les trois priorités qu'on pourra mettre en place, c'est d'abord le dialogue. Aujourd'hui, nous entamons ce processus-là avec cette conférence. Mais c'est de continuer à maintenir ce dialogue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est important de maintenir cette relation-là. Il y a aussi le partenariat que j'ai parlé plus tôt. Le partenariat, c'est une approche de collaboration, beaucoup plus que la collaboration, c'est comme un peu dans le principe que je parlais du wampum à deux voies. Un wampum, c'est une ceinture de fer traditionnelle, c'est un modèle d'entente qui avait par le passé, mais établir cette nouvelle relation-là ensemble, dans l'esprit du partenariat. Je pense que c'est important de le faire, puis dans le monde des affaires, c'est là que l'influence politique part, puis je pense que vous tous ici peuvent entamer ce dialogue-là avec la communauté de Manawan et des Atikamekw dans l'ensemble. Et le troisième, je l'ai mentionné, c'est de lire mon livre. Merci Sibi pour toute cette conférence-là vraiment enrichissante. Ma question s'adresse à toi puis au président de la Chambre des commerces. Comment qu'on peut créer un wampum? Un wampum pour s'engager dans le développement socio-économique qui va intégrer la nation Atikamekw avec notre région. Pour faire un wampum, ça prend plein de coquillages, mais il y a un mécanisme contemporain qu'on peut adopter. Il y a un cercle économique qui se tient à Gatineau en mars prochain, où la nation Anishinaabe vont travailler sur un processus de dialogue avec les entreprises, avec le monde des affaires culturelles. Je pense que c'est une inspiration qu'on pourrait aller chercher pour notre région ici dans la Naudière, pour qu'on puisse inviter les entreprises Atikamekw, les entreprises autochtones, et pour se rencontrer et entamer ce dialogue-là ensemble.
Donc, merci pour la question. Je pensais que les questions que j'aurais aujourd'hui, c'est quoi la marque de balayeuse que j'utilise? Pour répondre à votre question, la Chambre de commerce, on était très inclusif. On est toujours ouvert. Je vous invite, d'ailleurs, on le voit ce midi, donc je vous invite à communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir là, de préparer des stratégies là, pour justement là, mettre de l'avant toute l'histoire, toute la continuation là, du commerce, là, autant au niveau autochtone que le reste. Merci. Pour votre information, à l'entrée, il y a une vente de stickers avec le mot « Quay ». Si vous voulez l'acquérir, c'est au coût de 5 $, c'est pas cher. C'est pour pouvoir afficher à vos portes de vos entreprises. On a une autre question ici. Merci. Oui, bonjour, Sylvie. Merci pour la conférence. Pour moi, homme blanc, tu es extrêmement inspirant. J'imagine, avec ton peuple, tes jeunes, les gens qui t'écoutent, comment ça peut être inspirant de t'entendre. Bravo. Ça prend énormément de courage de faire ce que tu fais, puis moi, je le reconnais. En tout cas, je n'ai que des félicitations à te faire. Marc Forgette de Groupe Crête, je suis directeur des approvisionnements. Donc, c'est des scieries qui s'approvisionnent en partie sur vos territoires. Qu'est-ce que tu aurais à nous suggérer pour améliorer l'approche, le contact avec votre peuple? Avec les compagnies forestières, c'est évidemment venir à Manawan, comprendre c'est quoi l'approche Atikamekw qu'on pourrait entamer dans la gestion territoriale, dans l'aménagement forestier. Je pense que c'est important d'apprendre de nos aînés, des personnes qui connaissent bien nos territoires, qui ont leur manière de gérer le territoire. Puis ici, on fait une conciliation de l'aménagement forestier, ce serait dans ce sens-là. Puis autre chose, c'est quand on veut établir une relation, c'est en signant des ententes de respect mutuel, mais il y a aussi une question économique là-dedans, dans l'entrepreneuriat, les emplois pour les Atikamekw. On pourrait aller dans ce sens-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, M. Flamand, c'était très inspirant. La période de questions est finie. Avant de passer à la période de photos, j'inviterai Mme Catherine Prince, chargée de projet, des formations professionnelles, je suis désolé. Chargée de projet, milieu des affaires aux et jeunes du Comité régional pour la valorisation de l'éducation, à venir vous parler des journées de la persévérance scolaire. Très heureuse de vous retrouver ce midi, surtout en si grand nombre. C'est une très très belle tribune que la CCGJ nous offre aujourd'hui. Donc, je vais me faire très concise. En fait, la semaine prochaine, c'est les journées de la persévérance scolaire qui commencent. C'est un événement qui a lieu à chaque année au national. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre. En fait, ce que c'est d'encourager en fait les étudiants qui sont autour de vous. Dans mon mandat avec Aux et Jeunes, vous voyez l'affiche qui est là-bas, c'est vraiment de collaborer avec les employeurs qui embauchent des jeunes étudiants. On en a parlé, Sipi, vous en avez parlé également, la jeunesse, la relève, c'est super important. Ce qu'on veut aussi, c'est de penser à une relève qui va être qualifiée. En tant qu'employeur, vous avez un rôle de leader, en fait, de modèle envers les jeunes. Donc, en ayant des bonnes pratiques de conciliation et de travail, vous êtes en mesure de faire une différence dans le parcours de ces jeunes-là. Donc, en tant que parents, en tant qu'amis, vous êtes tous des modèles. Donc, c'est pour ça que la semaine prochaine, on aimerait beaucoup que vous puissiez donner une petite tape dans le dos dans les jeunes qui vous entourent. Ça peut se faire de toutes sortes de façons, de l'indiquer sur vos médias sociaux, d'envoyer une carte d'encouragement. Il y a différentes manières. Vous pouvez consulter notre site sur le creval.org pour les journées de la persévérance scolaire.
J'en profite également pour parler brièvement d'un service qui est peu connu chez Oser Jeunes. Oser Jeunes, c'est un programme de certification qui valorise les bonnes pratiques en matière de conciliation et de travail pour les employeurs de la Naudière. Puis on a un service d'accompagnement en ressources humaines. Donc on a plusieurs outils qui, grâce à des partenaires en ressources humaines, on a développé au cours des 15 dernières années. On parle d'une politique encadrant le travail étudiant, un contrat de travail, on a une panoplie, un guide. Donc pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement de département de RH, venez nous voir, vous pouvez venir me voir tout à l'heure. On a vraiment des beaux outils à vous proposer pour qu'on puisse s'assurer que les jeunes soient bien pris en main. Les jeunes travaillent de plus en plus tôt, on l'entend parler, ils décrochent de plus en plus. La pandémie, on n'est pas encore capable de mesurer tout l'impact qu'elle a eu sur notre relève. Donc, c'est pour cette raison que je m'adressais à vous ce midi. Donc, soyons tous derrière nos jeunes. Merci. Merci, Mme Prince. Pour certains d'entre nous, la formation se poursuit en dehors des institutions scolaires et à la Chambre, nous sommes toujours à l'affût des offres de formation qui s'adressent aux acteurs de la scène des affaires. Nous vous rappelons que 2 formations auront lieu en mars. D'abord, le programme Femmes Leaders de l'Institut de Leadership revient en mode virtuel et nous accueillerons une nouvelle formation Stratégie et mobilisation des équipes offertes par Apiculture. Tous les détails sont sur notre site Internet dans la section Événements. J'invite maintenant les invités de la table du président, du Conseil des Atikamekw, de la ville de Joliette et la famille de Mme Poirier, ainsi que les partenaires à rester quelques instants pour la prise de photos. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne fin de journée et joyeux Saint-Valentin.